Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Niger, ils ont trouvé la mort sur des bancs d'école. Un incendie a consumé leur classe et eux avec. Remerciements aux électeurs, félicitations au duo gagnant. Corentin Kokwe et Irénée Agossa, candidats à la présidentielle au Bénin, prennent acte de leur échec. Attaque rebelle au Tchad en pleine élection présidentielle. La situation est sous contrôle, assurance du gouvernement. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal sur Sika TV. Triste sort pour ces élèves au Niger. Une vingtaine d'écoliers sont morts calcinés dans l'incendie de plusieurs classes en Payotte, dans la capitale. L'information a été donnée ce mardi soir par le commandant des sapeurs-pompiers du Niger à la télévision publique. 21 classes en Payotte ont pris feu à Niamey et une vingtaine d'enfants ont été pris dans le piège du feu. Selon les explications de Sidi Mohamed, le commandant des sapeurs-pompiers du Niger, les secours sont partis rapidement, le feu a été éteint, mais le pouvoir calorifique du feu était énorme, ce qui a permis l'embrasement généralisé de ces classes, et les enfants n'ont pas pu sortir. Selon la télévision publique citant des témoins, le feu s'est déclaré vers 16h, soit 15h GMT, au moment où les victimes étaient en classe. Pour le moment, l'origine de l'incendie est inconnue. Suite à ce drame, le Premier ministre nigérien Oumoudou Mahamadou s'est rendu sur les lieux de l'incendie dans la périphérie de la capitale et a présenté ses condoléances aux parents. Pour remédier à l'insuffisance des classes, les autorités nigériennes construisent des milliers de hangars en Payotte où les enfants prennent les cours, parfois à même le sol. Les incendies de ces classes en matériaux très inflammables sont fréquents, mais font rarement de victimes. Au Bénin, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a proclamé les grandes tendances du scrutin présidentiel du 11 avril dernier. Et c'est le duo Talon Talata qui l'emporte au premier tour. Pour le duo, restaurer la confiance. RLC arrivé troisième à ce scrutin. Cette victoire soulève quelques étonnements. À la faveur d'un point de presse ce mercredi, Corentin Kokwe et Irénée Agossa ont tenu à revenir sur les points saillants de ce scrutin. Suivant un extrait de leur déclaration. Je vous dis merci donc vivement à nos compatriotes qui ont cru en nous. Nos félicitations vont en particulier au duo Talon Talata, arrivé en tête de cette élection dès le premier tour, selon les grandes tendances proclamées par la Sénat. Le peuple n'est pas sorti nombreux pour voter, en particulier le peuple de l'opposition a boudé les urnes, soit parce que traqué par la peur ou par la psychose ambiante, soit parce que démotivé par les partisans du boycott ou affadis par la raideur d'un pouvoir qui ne leur inspire ni confiance ni enthousiasme démocratique. Si seulement les votants, l'abstention au sein de l'opposition était réduite, ne serait-ce que de 40%, je dis si elle était réduite de 40%, non seulement on serait au second tour, mais on serait premier au second tour. Non seulement on serait au second tour, c'est qu'il n'y aura pas ces irrégularités. Il n'y aura pas tout ce que nous avons vu là. Je suis béninois. Je suis fier d'être béninois. J'ai la capacité de défendre ce pays partout. Et nous n'allons jamais laisser ce pays à ce qu'on vienne compter des morts. Des morts ici, non. Nous allons nous développer. Même si on ne s'entend pas. Partout,
les gens ne s'entendent pas. Je ne vois pas dans quel pays il y a l'unanimité. On peut ne pas s'entendre. C'est la manière de résoudre les contradictions qui importent. Nous avons proposé une manière qui est la plus simple et nous allons pouvoir continuer avec. Le procureur d'un tribunal guinéen a requis mardi une simple amende à l'encontre d'un journaliste jugé pour avoir offensé le président guinéen Alpha Condé. Il accuse le président de discriminer la communauté Peul, réputée acquise à l'opposition. Précision à travers ces images. Le tribunal de première instance de Dissine, dans la banlieue de Conakry, où était jugé le journaliste sportif et historien Amadou Dioulde Diallo, a mis sa décision en délibéré au 28 avril, à l'issue d'une journée d'audience à laquelle assistaient par solidarité de nombreux journalistes. Le tribunal a rejeté la demande de remise en liberté de Diallo, dont les avocats avaient par ailleurs plaidé la relaxe pure et simple. Le procureur n'a cependant réclamé qu'une amende de 5 millions de francs guinéens, soit 420 € contre Diallo, alors que d'autres opposants ont récemment écopé de peines de prison ferme. Le journaliste, en détention provisoire depuis près de 50 jours, est accusé d'offense et d'atteinte au président de la République pour avoir affirmé sur une radio privée fin février que le seul projet d'Alpha Condé est d'exterminer la communauté Peul de Guinée. Il avait notamment soutenu que la plupart des manifestants tués ou arrêtés lors de la vague de manifestations de 2019-2020 contre le troisième mandat de Condé appartenaient à cette communauté. Bien que reconnu comme jouant un rôle dans les élections guinéennes, le facteur communautaire est un sujet sensible dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, coutumier des violences politiques. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, principal parti d'opposition, capte une grande partie de l'électorat Peul, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, du président Condé, une part importante de l'électorat malinké. Les Peuls représenteraient, avec les malinqués, plus de la moitié d'une population de 12 millions. Le gouvernement tchadien a assuré que la situation est entièrement sous contrôle après une incursion de rebelles dans le nord du pays. C'était en pleine élection présidentielle, une élection pour laquelle Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est assuré d'être élu. Plusieurs colonnes de véhicules lourdement armés en provenance de Libye ont fait une incursion à l'intérieur du Tchad pour attaquer dimanche le poste frontalier de douane de Zouarké dans la province du Tibesti, à environ 1000 km de la capitale N'Djamena, selon un communiqué du porte-parole du gouvernement. La situation est entièrement sous contrôle, poursuit le communiqué qui précise que les rebelles sont en débandade et pourchassés par les forces de défense et de sécurité tchadiennes. Pour le moment, il n'y a pas d'affrontement entre les rebelles et les forces gouvernementales, a déclaré mardi à l'AFP un cadre de la province du Tibesti sous couvert de l'anonymat. Zouarké est situé à environ 400 km au nord-est de Faya Largo, importante ville, garnison du nord tchadien. Dans le massif du Tibesti au nord et à la frontière avec la Libye, des rebelles affrontent régulièrement l'armée tchadienne. En février 2019, venus de Libye pour tenter de renverser le président Idriss Déby Itno, ils avaient été stoppés par des bombardements français sur demande de N'Djamena. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, un groupe politico-militaire tchadien à dominante Gorane, une ethnie saharienne, a revendiqué dimanche soir les prises de plusieurs garnisons, notamment Our et Zouarké, tombées sans résistance selon lui. Son chef, Mahamat Mardi Ali, a appelé dimanche les Tchadiens à maintenir la dynamique de la pression sur la dictature et à aider les combattants du FACT à libérer leur patrie. Cette incursion a coïncidé avec l'élection présidentielle pour laquelle Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, s'est représenté. En Somalie, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo, a signé la loi controversée prolongeant de 2 ans son mandat, arrivé à échéance le 8 février, sans que des élections aient pu se tenir. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la radio nationale. Suivons plutôt. Après des mois d'impasse sur la tenue d'élections dans le pays, les députés somaliens ont voté la prolongation de 2 ans du mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo. Malgré les récentes mises en garde de la communauté internationale, le chef de l'État a promulgué la résolution spéciale guidant les élections du pays après son adoption à l'unanimité par le Parlement.
le chef du Sénat somalien a jugé inconstitutionnel ce lundi ce vote de la Chambre basse et cette résolution n'est pas passée devant le Sénat comme le prévoit le processus législatif. Ce test inquiète aussi la communauté internationale. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a d'ailleurs estimé dans un communiqué ce mardi que cette résolution va diviser la Somalie, créer des retards supplémentaires et constituer une grave menace pour la paix et la stabilité de la Somalie et de ses voisins. Depuis la fin de son mandat, le président Farmajo est jugé illégitime par l'opposition somalienne et plusieurs tentatives de négociation pour sortir de l'impasse n'ont pas abouti. Cette loi va à l'encontre de l'accord obtenu le 17 septembre entre le président Farmajo et 5 leaders régionaux prévoyant des élections indirectes avant la fin de son mandat. En Afrique du Sud, la justice a demandé à Jacob Zuma de déterminer lui-même sa peine. L'ancien président sud-africain est, rappelons-le, poursuivi pour outrage à la justice. Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, snob depuis sa création en 2018. La commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée pendant ces 9 années au pouvoir. Face à cette situation, la justice lui a demandé dans une requête plutôt inhabituelle de déterminer lui-même sa peine dans le cas où il sera jugé coupable. Il doit déposer au plus tard ce mercredi une déclaration sous serment expliquant la nature et l'ampleur de la peine qui devrait lui être imposée. Jacob Zuma, qui a fêté lundi dernier ses 79 ans, est poursuivi pour outrage à la justice. En février, après un énième refus de témoigner, la commission présidée par le juge Raymond Zondo a demandé à la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, de condamner l'ancien chef de l'État à 2 ans de prison pour outrage à la justice. Car cette fois-ci, l'ex-président avait non seulement ignoré une convocation de la commission, mais également enfreint une décision rendue en janvier par la Cour constitutionnelle, l'obligeant à comparaître et le privant du droit à garder le silence. Selon les juristes, il n'est pas courant pour la justice de faire une telle demande. Jacob Zuma a déjà déclaré être prêt à ce que la loi suive son cours, affirmant n'avoir aucune crainte d'être arrêté, condamné ni incarcéré. Il devra néanmoins d'ores et déjà payer plusieurs millions d'euros de frais de justice. Ce mardi, la Cour d'appel sud-africaine a confirmé une décision condamnant Jacob Zuma à couvrir les frais pour les poursuites pénales engagées contre lui pour corruption. L'ancien président n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission anticorruption en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.